Mesdames, messieurs, bienvenue à Sportneuf Laval. Je suis votre animatrice Sarah Bibeau et accompagnée de Michel Hogg à la co-animation. Cette semaine, on aborde notre thématique de la semaine plutôt, la perception des autres dans le monde du sport. Et cette semaine, on reçoit avec nous Sarah B. Lamar, la responsable et coach de l'équipe R&D Elite All-Stars. Souvent, dans le monde du cheerleading, c'est un monde beaucoup de filles et il y a place beaucoup à la critique, au jugement. Et avec Sarah, aujourd'hui, on aimerait aborder comment est-ce qu'on aiguille notre équipe, comment est-ce qu'on accompagne les filles de notre équipe à travers tout ça, là, cette réalité-là. Bien, c'est sûr que le cheerleading, oui, c'est un sport jugé. C'est pas mal, en général, juste des filles. Donc, nous, c'est sûr qu'on essaie d'encadrer nos jeunes, nos athlètes, pour qu'ils soient vraiment focusés sur eux-mêmes, qu'ils soient vraiment focusés sur leur équipe, sur ce qu'eux, ils font, puis pas vraiment ce que sur les autres vont penser ou ce que les autres vont pouvoir dire, sur peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, mais vraiment qu'eux, ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire, puis que ce que les entraîneurs leur demandent de faire durant les entraînements ou durant les compétitions pour que après ça, eux-mêmes soient fiers d'eux et les coachs aussi, puis pas ce que les autres peuvent penser. Tu disais aussi justement que c'est un sport qui est jugé. Donc, c'est vraiment la critique est importante parce que ça va avoir un impact sur la performance, sur le résultat. Comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, peut-être amener les équipes, les jeunes filles à considérer justement l'évaluation de leur performance, non pas sur la note ou sur le classement, mais sur la perception qu'ils ont de leur performance? Bien, c'est sûr que nous, on a des attentes en tant qu'entraîneurs par rapport à la performance qu'ils vont livrer. C'est sûr que les athlètes aussi en ont. Puis au bout du compte, je pense que c'est ça l'important à la fin de la routine, ce qu'eux ont pu livrer sur le tapis comme performance. Si à la fin, eux sont fiers de ce qu'ils ont fait, si nous, les entraîneurs, on est fiers de la performance qu'ils ont livrée, après ça, nous, ce qu'on leur dit, c'est que après ça, on ne peut plus rien faire. C'est les juges qui vont décider de ce qu'ils en pensent. Puis rendu là, bien, nous, on ne peut plus rien faire. On aura fait ce qu'on a pu faire. On a fait de la performance qu'on a voulu. Puis après, bien, il arrivera ce qui arrivera. Alors, le cheerleading, c'est un sport à la fois, un sport d'équipe, mais c'est également un sport individuel dans la mesure où, quand on va sur le tapis, quand on fait notre performance, quand on est fier de nous, on le fait, mais c'est que ça a des impacts également sur toute l'équipe. Donc, est-ce que ça peut nous apporter certaines pressions en tant qu'athlète? C'est sûr que oui, parce que c'est un sport d'équipe. Dans le fond, c'est une routine de 2 minutes 30 qu'on fait à chaque compétition. Puis, tu as des éléments que tu fais individuellement, tu as des éléments que tu fais en équipe. Fait que c'est sûr que ton équipe compte sur toi pour réussir tout ce que tu as à faire dans ta routine. Si jamais il y a quelque chose qui marche moins bien pour toi, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ton équipe directement, parce qu'on peut perdre des points pour une chute, exemple une chute en gymnastique, si tu mets une main ou si tu tombes, ça peut faire perdre des points à ton équipe au complet à la fin. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'équipe au complet. Dans n'importe quel milieu sportif ou dans n'importe quel environnement de compétition, c'est sûr qu'il y a un petit peu de rivalité ou d'envie. Est-ce que tu dirais qu'au niveau du cheerleading, c'est plus présent? Par rapport à la rivalité? Oui. Peut-être. Dans ton expérience à toi? C'est sûr que c'est un sport que ça grossit de plus en plus au Québec. Il y a de plus en plus de clubs qui se forment aussi. Puis c'est sûr que tu veux toujours avoir les meilleurs qui existent, peu importe dans la région. Fait que c'est sûr qu'il y a une rivalité. Il y a aussi le fait que les athlètes peuvent choisir où est-ce qu'ils veulent aller. C'est un sport au niveau civil, nous, qu'on est. Donc, les athlètes ont la possibilité de choisir le club où ils veulent aller. Donc, c'est sûr que oui, il y a une grosse rivalité par rapport au cheerleading. À la sélection ou au choix. À chaque année, c'est nouveau. À chaque année, tu refais des évaluations, tu peux changer de club. Donc, c'est sûr. Tu vas aller chercher comme club, tu vas aussi essayer d'aller chercher les meilleurs Oui, c'est sûr. athlètes. Puis les athlètes aussi vont s'en aller vers les meilleurs clubs nécessairement parce qu'ils veulent performer, c'est sûr. Donc, on est en compétition entre les clubs et aussi entre les membres de notre équipe. Et le cheerleading, moi, je veux parler des préjugés, des stéréotypes qu'on a autour de ça. C'est considéré comme étant un sport de filles. Donc, il y a beaucoup de filles. Les filles ont l'air d'être un peu superficielles, si je peux me le permettre. Ouais. Pourtant, est-ce que tu crois que l'espèce d'étiquette qu'il y a au sport, le cheerleading, c'est ça pourquoi
il y a des réalités comme ça dans l'équipe. C'est-à-dire que si on dit, sont toutes superficielles, sont toutes ci, sont toutes ça, c'est comme si les filles dans les équipes de cheerleading vont essayer d'atteindre ces standards, vont être comme Je pense pas. forcées Je pense de... que c'est plus vraiment une étiquette, si on veut, qu'on a de tout ça. Parce que les gens connaissent pas vraiment le cheerleading. C'est ça. Puis ils pensent que, justement, c'est les pom-pom girls, les pompons. C'est pas ça du tout, là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est vraiment un sport physique. Puis oui, les filles, c'est sûr qu'ils sont, tu sais, ils veulent être belles, ils veulent être bien arrangées. Tu sais, je veux dire, c'est un sport, c'est un spectacle qu'on va donner aussi quand on fait une compétition. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a le maquillage. Est-ce que vous avez des points pour ça aussi, je pense, l'habillement, le maquillage? Il n'y a pas de points pour ça, mais... OK. Tu sais, je veux dire, les filles, plus ils se sentent belles, plus ils sont, tu sais, ils ont leur rouge à lèvres, leur maquillage, leur coiffure, plus ils se sentent belles, plus, tu sais, ils ont le goût de faire le spectacle, justement, qu'ils ont à faire. Puis dans une chorégraphie de cheer, c'est ça, c'est de donner un show, puis c'est de livrer une performance qui est entertaining, si on veut. Donc, c'est sûr que, oui, faut que tu sois comme ça, mais c'est un sport qui est très physique aussi. Puis, je veux dire, les filles, quand ils s'entraînent, ils peuvent avoir des bleus partout. Je veux dire, ils sont tapés. Tu sais, c'est un sport physique. Fait que oui, il y a le stéréotype, si on veut, d'être belle et tout ça, mais il y a aussi le fait qu'ils s'entraînent fort, ils ont chaud. C'est vrai. Ça travaille. Donc, il y a un volet artistique et aussi physique dans ce sport. T'sais, en compétition, nous, où les gens, tout ce qu'ils voient, c'est le beau de la chose. Puis, tu sais, les filles sont super belles. Ils font une belle routine, puis tout ça, mais en pratique, c'est pas toujours comme ça. C'est vrai. Donc, il faudrait faire attention, justement, en ayant des préjugés sur le sport du cheerleading. Il faudrait assister à une pratique et voir exactement comment ça se passe. Bien, Sarah, merci beaucoup d'avoir été là. Puis bonne chance pour la suite pour ton équipe dans vos futures compétitions. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Roberta Arguello et voici les nouvelles du sport. Au football, Gabriel Cousineau devient le quart arrière partant pour les Carabins de l'Université de Montréal. L'ancien joueur pour les Broncos de Laval-Est, les Maraudeurs du Collège Laval et les Nomades du Collège Montmorency ne l'a pas eu facile car il a dû lutter contre Pierre-Luc Varégy et 2 jeunes recrues pour obtenir ce poste. Cousineau, qui débutera sa 5e saison en 2015, rêve d'être repêché et de devenir le premier quart québécois à jouer pour la Ligue canadienne de football. Il veut suivre l'exemple des 2 Québécois, David Foucault, qui tente de percer l'alignement des Panthers de la Caroline, et de Laurent Duvernay-Tardif, qui veut faire sa place avec les Chiefs de Kansas City dans la NFL. Félicitations à Gabriel Cousineau pour son nouveau poste et nous espérons que tu réaliseras ton rêve. Bonjour, alors cette semaine, je vous parle de syndrome de côlon irritable. Alors, vous savez, cette condition qui fait qu'après avoir mangé, on peut se retrouver avec le ventre très ballonné, les diarrhées, la constipation, des crampes abdominales et aussi les fameuses flatulences. Alors, si vous avez ce genre de symptômes, vous souffrez peut-être du syndrome du côlon irritable. Alors, c'est un diagnostic par défaut. Hein? Quand on a tout éliminé les autres causes, les médecins et les professionnels de la santé disent « vous souffrez probablement du syndrome du côlon irritable ». Alors, on a développé une approche nutritionnelle qui fonctionne quand même assez bien, qui est d'éviter certains groupes d'aliments qu'on appelle les FODMAP, en fait. On a donné une appellation comme ça pour nous aider à nous en rappeler. Donc, on parle de FODM, A pour and, polyol. Donc, fructose, fructane, tous ces sucres-là, lactose, galactose, c'est tous des sucres qui fermentent dans notre intestin. Les bactéries travaillent avec ça, ça fait des gaz. Alors, pour certaines personnes, c'est difficile à gérer. Alors, c'est ce qui fait que quand on veut contrôler le syndrome du côlon irritable, on doit en quelque sorte apprendre, et c'est vraiment sous supervision d'un nutritionniste qu'on peut faire ça, à distinguer ces groupes-là et à voir où se situe notre propre tolérance personnelle. Le but, ce n'est pas d'éviter tous ces aliments-là, c'est de réintégrer une alimentation le plus normale possible en faisant des tests de consommation, encore là, avec une nutritionniste. Donc, pour le F, on parle de ce qui veut dire fermenticible, donc tout ce qui est fermenté. Et il y a les O, oligosaccharides. Donc, oligosaccharides, c'est surtout les fructanes et les galactanes. Fructanes et galactanes, bon, il y en a dans le blé.
C'est pour ça que certaines personnes qui ont le côlon irritable peuvent penser qu'elles ne tolèrent peut-être pas le gluten. Mais en fait, c'est parce qu'il y a aussi, dans les produits de blé, beaucoup de fructane. C'est la source principale. Il y en a dans l'ail, dans les oignons, les produits du blé, oui, mais il y a des galactanes aussi, qui sont d'autres oligosaccharides dans les légumineuses, les cachous, certaines noix, les pistaches et les légumes crucifères. Donc, tous les produits à base de soya, tout ça, ça doit être éliminé pour faire les tests, pour voir si cette diète-là fonctionne pour nous. Et il y a aussi, quand on parle du D, de FODMAP, les disaccharides. Donc, les disaccharides, c'est principalement le lactose. Le lactose est un sucre qui est en fait formé de galactose. Alors, c'est un des groupes qu'on devra surveiller si on veut suivre la diète FODMAP. Et les monosaccharides, on parle ici de fructose, qui se retrouvent dans naturellement plusieurs fruits. Il faut les apprendre, ce n'est pas tous les fruits, mais c'est surtout des fruits à noyaux. Donc, il y a les mangues, les avocats, les pommes, les jus qui en contiennent, et aussi tout ce qui est fait avec du sirop de maïs, un sirop de maïs riche en fructose, les produits sucrés, les confitures, le miel, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à surveiller. Et les polyols, en dernier. Les polyols, ce sont le xylitol, mannitol, les sorbitol, toutes les choses finalement qui sont un petit peu comme qu'on retrouve dans les aliments faibles en sucre ou qui sont sucrés avec ces substances-là pour en réduire la teneur en sucre. Mais il y en a aussi dans d'autres groupes d'aliments. Alors, finalement, qu'est-ce qu'une nutritionniste va faire avec vous si vous décidez de voir si ça peut aider votre côlon irritable? Elle va consigner vos symptômes, elle va vous aider à faire du sens là-dedans. Elle va voir avec vous à éviter pendant 2 à 4 semaines au moins pour voir vraiment une bonne différence, voir si ça fait une différence au niveau de vos symptômes. Vous aider à réintégrer la consommation des groupes pour que vous ayez le plus de variété possible dans votre alimentation et continuer, en fait, d'avoir une alimentation équilibrée. Alors, c'est pas tout le monde pareil. Certains vont être capables, certains pas. Et c'est pour ça que la nutritionniste est essentielle. Et la semaine prochaine, je vous parle justement du rôle de la nutritionniste. Qu'est-ce que c'est une nutritionniste? Au soccer, la formation féminine de Delta a réalisé un exploit en remportant la médaille de bronze au championnat canadien des clubs qui a eu lieu du 10 au 13 octobre dernier à Vaughan, en Ontario. L'équipe lavalloise a gagné 2-0 la partie pour la 3e passe contre les représentants du Labrador Terre-Neuve avec seulement 13 joueuses en uniforme. Elles ont atteint leur objectif de remporter une médaille, même si elles avaient 4 parties en 3 jours avec 2 substituts pour terminer le championnat avec 3 victoires, 1 défaite et 3 blanchissages. Bravo à toutes et félicitations pour votre médaille bien méritée. Notre athlète invité de la semaine se nomme Steve Beauchamp. Il est athlète pour l'équipe R&D Elite All-Stars. Il est originaire de Montréal. Il occupe la position de base. Et l'une de ses plus belles réalisations dans sa carrière, c'est qu'ils ont terminé, son équipe et lui-même, dans le top 5 lors de la compétition Les Mondiaux qui ont eu lieu à Orlando, en Floride. Bonjour, Steve. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Alors, Michel et moi, on voudrait aborder dans la thématique de notre émission, on aborde la perception des autres dans le domaine milieu sportif. Parfait. Donc, la perception des autres dans une équipe aussi. Le cheerleading étant une équipe... Un sport d'équipe, c'est ça? Puis un sport aussi avec une perception, justement, au niveau social, beaucoup plus féminin. Donc, tu sais, moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui nous amène comme gars à participer ou à vouloir s'impliquer, à vouloir faire ce sport-là? Bien, en fait, ce sport-là, il n'est pas concentré seulement sur des choses que les filles peuvent faire. Là. Je veux dire, on doit... il y a de la gymnastique à faire. Il y a aussi... Il faut qu'on lève les filles dans les airs. Les gars, effectivement, on est un peu plus fort aussi. Là. Fait que ce qu'on peut faire, bien, il y a un petit peu moins de limites à ce qu'on peut faire. Là. On peut pousser un petit peu plus haut, on peut pousser... On peut faire des choses un petit peu plus difficiles. C'est sûr aussi que il y a toujours un challenge à faire ce sport-là. Il y a la gymnastique, il y a les stunts qu'on doit faire. C'est sûr aussi qu'il y a la danse, que peut-être qu'il y a du monde qui vont un peu moins aimer, sauf que avec le temps, je dirais qu'on apprécie un peu plus à le faire aussi, puis ça vient C'est peut-être un peu moins donné à un... Ce que je comprends, c'est peut-être un peu moins donné à un gars de faire la portion danse qu'à une fille où on a peut-être... Elle a plus facilement ce réflexe-là. De donner son show, de faire une portion dense dans la routine?
C'est sûr qu'il y a des gars qui vont, tu sais, que ça va être ça leur force aussi. Sauf qu'en général, oui, je te dirais que c'est plus la force des filles de faire la portion danse. Sauf que en général, dans une équipe, on n'a pas le choix. Tout le monde doit être au même Participer, niveau c'est sur ça. toutes les facettes du sport. Là. Puis c'est vrai parce que, par exemple, là, on dit la danse, ça peut être associé aux filles, mais pourtant, il y a des grands danseurs étoiles masculins, il y a des grands gymnastes masculins. Donc, c'est comme si le sport cheerleading a l'étiquette, comme on parlait un petit peu plus tôt, d'être un sport de filles, quand, dans le fond, ça mélange autant la force, la dextérité, la coordination. Donc, c'est un sport, on pourrait dire, complet. Et les garçons peuvent tout autant participer là, sans être associés avec l'étiquette, par exemple, l'homosexualité. On a l'impression qu'on dit que c'est toutes des gays, les garçons qui sont là-dedans, quand pourtant, c'est pas le cas, là, tu sais. Bien, c'est surtout, je pense, l'étiquette, il sort un petit peu plus de les pom-pom girls là, qu'on voit sur le terrain de football. Puis ça, là, on dirait que le monde n'a pas encore défait les deux sports. Là, c'est pas... C'est ça. C'est pas associé ensemble, c'est totalement différent. Non, là. C'est deux réalités C'est deux différentes. sports Ouais. différents. Là. C'est juste que le nom se ressemble, là, mais le sport en tant que tel, ça ne se ressemble pas du tout. Tu parlais justement peut-être des aspects du côté artistique au niveau de la danse, mais il y a aussi les aspects au niveau physique. Est-ce que tu penses qu'avec ton parcours comme athlète, tu as vu justement les éléments techniques ou le travail physique monter, gagner en difficulté? Tu regardes le sport il y a 5 ans versus le sport maintenant. Oui, bien, je peux te comparer ça il y a 10 ans aussi. Là. Ce sport-là, effectivement, ça a évolué. Là. Ça cesse d'évoluer à chaque année. Je peux juste comparer à mon année passée. On a doublé cette année le nombre de cardio, le nombre de conditionnement physique qu'on fait. Puis au, niveau, Honnêtement, c'est... puis au niveau de la difficulté des éléments, tu sais, on voit beaucoup de clips vidéo ou de choses sur que ce soit sur YouTube ou Oui, au c'est niveau... incroyable là, ce que vous ce que les- faites. ce que les stunts peuvent faire ou ce que les équipes vont faire à des voltiges ou à des jeunes filles. Donc, il y a vraiment une progression importante au niveau de la Ouais, difficulté c'est- technique. C'est ça, là, comme le niveau du sport continue de monter tout le temps. Le niveau des acrobaties qu'on fait continue tout le temps d'être de plus en plus difficile. Puis si on veut se tenir Performer dans à ce le top, niveau-là, c'est ouais, ça, ben, c'est ça. il faut essayer de suivre les meilleures équipes. Puis pour ça, on n'a pas le choix de pousser nos limites aussi. là. OK. Puis comment est-ce que ça fonctionne, par exemple, pendant un entraînement? C'est-à-dire, là, vous êtes probablement des garçons et des filles. Les garçons, des fois, ont une meilleure capacité cardiovasculaire. Pas que je veux créer, peu importe, des préjugés. Mais comment est-ce que vous divisez l'entraînement? Est-ce que tout le monde doit être au même niveau ou il y en a certains qui doivent avoir une capacité cardiovasculaire supérieure? Ou comment est-ce que ça fonctionne en entraînement? Ben, comme là, en ce moment, on va faire nos routines bientôt. Là. OK. On est en processus de... Sauf que pour l'instant, on pratique comme des éléments séparés. On commence tout le temps nos pratiques avec de la course. On a souvent un 5 km à faire. On va aller courir notre 5 km, c'est chacun à son rythme. On commence tout le monde en même temps, on finit, on attend que le dernier arrive avant de commencer l'entraînement. OK. Après ça, on fait comme de la musculation un petit peu. Ça, c'est tout le monde au même niveau. Tout le monde doit faire les mêmes choses. Puis ensuite de ça, plus en plus que l'année va aller, on va commencer à créer une routine qui va donner notre show, dans le fond. Puis avec ça, bien, tout le monde va avoir une routine qui est un peu plus adaptée aux forces de chacun. Puis c'est sûr que si quelqu'un est plus gymnaste, il va faire un petit peu plus de gym. Si quelqu'un est capable d'en prendre un petit peu plus dans sa routine, il va en prendre plus. Tandis que OK. ceux qui... On va Adapter jouer un avec petit peu. les capacités ou les habiletés. On essaye d'aller chercher De chacun. le meilleur de tout le monde. Ah, ben dans c'est une belle routine. façon de faire ça. On voulait parler aussi, Michel et moi, de la réalité des relations chum-blonde. Comment est-ce que ça se déroule dans cet environnement-là? Parce que tu as tué le copain de Sarah. Oui, bien c'est ça. Moi, dans le fond, ce qui m'a amené dans ce sport-là, c'est pas du tout par rapport à ça. Là. Moi, j'avais 2 cousines qui faisaient ça. Ils m'ont dit, viens faire ce sport-là, ça a l'air de fun. Puis tout. Moi, j'ai commencé à faire ça. Puis écoute, ça fait 12-13 ans que je fais ça. Puis moi, ça l'a amené que j'ai... Dans le fond, j'ai rencontré ma copine dans ce sport-là. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On travaille ensemble, on coach ensemble. Je veux dire, c'est ma coach, je suis son athlète. On a plusieurs facettes de ça qui vont en compte avec ça. Avec là. ça, ouais. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui vont se rencontrer à cause de ce sport-là, dans le fond. Et je pense que ça... Avec le mix de justement des garçons et des filles, ça Ouais. peut amener
peut-être pas au niveau plus jeune, mais avec une certaine maturité ou un certain âge, la possibilité de faire des belles rencontres. Ouais, découvrir des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, dans le fond. Ben, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Steve. Ça fait C'est plaisir. tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été là. Merci bien. Puis, ben, bonne chance pour les prochaines compétitions à venir. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'équipe de soccer, le Fusion 1 de Fabros, a remporté la 15e édition de la Coupe des champions provinciaux Saputo 2A qui a eu lieu du 11 au 13 octobre dernier sur les terrains du complexe sportif Bois de Boulogne et du centre de formation Compétences 2000. Ils ont remporté la partie pour la médaille d'or contre Trois-Rivières avec un pointage de 3-0. Leur entraîneur, Tony Santos, affirme que la conquête leur a fait du bien après avoir manqué la qualification dans la classe 3A pour la prochaine saison. C'est leur défaite 2-1 contre Mirabel à la Coupe Promotion du 27 septembre dernier qui leur a fait perdre leur chance de se qualifier. Nous vous souhaitons une meilleure chance pour la prochaine année et félicitations pour votre médaille d'or. Alors, cette semaine, on regarde la perception des autres, comment le jugement ou la critique peut nous affecter dans notre performance. Avec le cheerleading, qui est un sport qui est jugé, justement, il y a quelqu'un qui va nous donner une note, qui va vraiment donner sa perception de savoir si on a fait ou non une bonne performance. Donc, comment est-ce que je peux, comme athlète, ne pas me laisser affecter par ces critiques-là ou ces jugements-là? Je pense que c'est important de pouvoir, en quelque sorte, se bâtir une bulle, de quelque sorte de mettre de côté, de se libérer de cette perception-là. Je dois être en mesure, comme athlète, de me responsabiliser. Je dois être en mesure, comme athlète, de moi-même porter un jugement sur ma performance et non pas me fier à mon classement, non pas me fier à l'expression d'un juge ou la note d'un juge pour savoir si oui ou non j'ai fait une bonne performance. Souvent, les perceptions aussi au niveau des pressions des parents ou des pressions des entraîneurs, à la base, c'est un encadrement ou c'est une perception qui se veut positive. C'est qu'on veut être impliqué, on s'investit beaucoup comme entraîneur ou comme parent auprès de notre jeune. Donc, peut-être que le jeune va percevoir ou va recevoir cet engagement-là et cette présence-là comme étant une pression supplémentaire. Je ne veux pas décevoir mon entraîneur ou je ne veux pas décevoir mon parent. Donc, je dois être conscient quand je suis dans l'environnement de mon jeune que peut-être que mes actions, mes paroles, mes commentaires, à la base bien fondés, vont venir rajouter une pression supplémentaire à mon athlète ou à mon jeune. Donc, il faut faire attention de cette façon-là, à bien gérer et à bien vérifier ça. Il faut aussi, ça peut venir de l'athlète lui-même, c'est-à-dire, on va être dans une situation, puis on va entendre quelque chose, on va entendre un commentaire ou on va entendre une critique, puis on va intérioriser ce commentaire-là, on va se faire notre propre jugement, on va avoir notre propre perception de cette critique-là qui vient de l'extérieur. Ce qui est utopique ou ce qui est un peu inimaginable, c'est de se rendre compte qu'on ne pourra jamais se débarrasser de ce jugement-là ou de ces critiques-là. Que ce soit dans un sport qui est jugé comme le cheerleading, que ce soit dans un sport qui n'est pas jugé mais qui demande une certaine rivalité, une certaine compétition, il faut se rendre compte que le sport, l'esprit compétitif, demande une mesure, demande une certaine rivalité, une certaine envie, mais qui doit se cerner ou qui doit être uniquement dans le cadre de la compétition. Il n'y a pas nécessairement d'avoir de critique ou de jugement personnel, mais c'est sûr que je prends souvent l'image du boxeur. Quand je rencontre un autre boxeur dans l'arène, il faut que je veuille gagner, il faut que je veuille être meilleur que lui. Donc, à ce moment-là, je dois me démarquer, je dois en faire plus, je dois être meilleur que lui à ce moment-là. Donc, et ça, les perceptions, les critiques, je vais les avoir que je sois premier, que je sois dernier. Donc, dans cette perspective-là, il faut plutôt développer notre capacité à s'en distancer, développer notre réflexe à ne pas trop s'en faire avec ce que les autres pensent, disent, ce que les autres portent comme jugement envers ce que l'on fait, ce qu'on réalise, nos performances, que ce soit un juge, que ce soit un coach, que ce soit un parent ou même une équipe adverse ou même un athlète adverse. Si je veux m'assurer de bien performer, si je veux m'assurer d'avoir un focus qui va m'amener à bien performer,
c'est-à-dire que je me concentre sur ce que j'ai à faire et sur ce que je dois bien faire. Donc, vous êtes intéressé à avoir nos conseils au niveau de la préparation mentale, on vous invite à vous inscrire à notre infolette. Visitez notre site www.cmpcoaching.ca. Au hockey, Miguel Picard a réussi à se tailler une place avec l'équipe L'Armada de Blainville-Boisbriand après seulement 3 mois d'avoir été leur premier choix lors du dernier repêchage. Il devait plutôt se retrouver à leur organisation du Midget 3A, mais il a tellement bien fait lors du camp d'entraînement que l'équipe a décidé de lui faire une place, tout comme aux 2 autres recrues, Alexander Katerinakis et Tyler Island. Récemment, Picard a été également sélectionné pour participer au défi mondial des moins de 17 ans qui aura lieu à Sarnia-Lambton à la fin du mois avec ses 2 coéquipiers, Katerinakis et Island. Nous vous souhaitons bonne chance pour le tournoi et félicitations pour votre nouveau poste. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sport Neuf Laval pour la semaine. On remercie notre chroniqueuse nutrition Marie-France Lalancette, ainsi que notre lectrice de nouvelles Roberta Arguello. Et on remercie également les invités qui ont participé à notre émission. Et en terminant, on vous invite à aller répondre à notre question Twitter sur notre compte à Sport Neuf Laval, sport avec un S. Et la question cette semaine, quels sont les facteurs qui pourraient motiver une certaine compétition entre les membres d'une même équipe? Et je te pose la question à toi, Michel, ce serait quoi selon toi? Bien, je pense que la compétition, la rivalité entre coéquipiers est importante dans la mesure où elle va amener l'équipe à mieux performer. Je pense que si on est capable de se pousser entre nous, je pense que si on est capable de se motiver et de se servir de cette critique-là, de ces jugements-là, comme un tremplin, je pense que comme individu, comme athlète en individuel, j'y gagne, mais aussi l'équipe va y gagner dans sa performance au niveau global, total. Et toi, comment tu perçois ça? Je pense que qu'est-ce qui peut motiver certaines personnes à se critiquer et à juger entre nous, c'est le fait qu'on veut tous donner le meilleur de soi-même. Donc, en voulant donner le meilleur de nous-mêmes, c'est comme si tout le monde veut être le meilleur. Donc, ça finit que c'est juste une équipe de bonnes personnes. Exactement. Donc, puisque tout le monde est bon, tout le monde est au même niveau, il n'y a personne qui se démarque nécessairement. Donc, c'est peut-être, selon moi, à ce niveau-là que la compétition ou la rivalité peut se créer. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Exactement. Donc, dites-nous le vôtre sur notre compte Twitter. Et d'ici là, eh bien, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.